Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, petite live coding session sur la programmation dynamique ou en anglais Dynamic Programming. Alors on va voir dans un premier temps ce que c'est, mais voyons le sommaire de cette présentation. On va commencer par introduire la programmation dynamique. Si jamais vous êtes en première année, globalement c'est possible que vous n'en ayez pas entendu parler. C'est plus le genre de notion que vous allez voir en deuxième année lors de la résolution de problèmes. Ensuite, on va voir les concepts clés de la programmation dynamique, les deux méthodes d'implémentation, quelques exemples, un exemple pour chacune des deux méthodes d'implémentation, les pros et les cons, donc les avantages et les désavantages de la programmation dynamique, et enfin, on terminera par une conclusion. Donc, qu'est-ce que c'est la programmation dynamique? C'est une méthode d'optimisation utilisée pour résoudre des problèmes complexes en les décomposant en sous-problèmes plus simples. Voilà. Donc elle s'appuie sur le principe que la solution d'un problème peut être construite à partir du résultat, à partir de la solution de ces sous-problèmes. Voilà. Donc le principe clé, c'est de stocker les solutions de sous-problèmes déjà résolus pour éviter de les recalculer. Donc on verra des exemples tout à l'heure. Et surtout, ce qui est important, ça permet de réduire le temps de calcul. D'ailleurs, souvent cette méthode de résolution algorithmique est comparée à la méthode brute force. Enfin, elle est mise plutôt en opposition parce qu'elle est plus optimisée. Voyons à présent les concepts clés. Donc, on va dire qu'il y en a quatre principaux. On a d'abord la sous-structure optimale. Donc, on dit qu'un problème a une sous-structure optimale si la solution optimale globale, donc la solution du problème global, peut être obtenue en combinant les solutions optimales de ces sous-problèmes. Ensuite, un autre concept clé qu'il faut garder en tête, c'est le chevauchement des sous-problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce concept signifie que dans un problème donné, les sous-problèmes se répètent et sont résolus plusieurs fois. Donc, là, vous allez me dire, d'accord, c'est un peu le contraire du coup que la programmation dynamique, effectivement. La programmation dynamique évite le chevauchement des sous-problèmes. Un exemple de chevauchement de sous-problème que je pense vous avez tous fait en tant qu'étudiant chez Alberton, ça va être par exemple la suite de Fibonacci en utilisant la récursivité. Eh bien, la suite de Fibonacci, vous calculez, vous faites appel à la fonction avec le nombre d'avant et le nombre qui est deux places en arrière, et bien là vous allez calculer plein de fois les mêmes. Par exemple, si vous voulez obtenir le dixième nombre de Fibonacci, vous allez faire appel à Fibonacci de 10 et Fibonacci, enfin Fibonacci de 9 et Fibonacci de 8. Sauf que pour avoir Fibonacci de 9, vous avez besoin de Fibonacci de 8. Donc en fait, vous allez calculer plusieurs fois les mêmes, ce qui n'est pas vraiment optimisé. Donc là, on va voir tout à l'heure un exemple comment faire pour optimiser en utilisant la programmation dynamique, afin de ne pas faire de chevauchement de sous-problème. Ensuite, on a la mémorisation. Donc, c'est une technique utilisée, comme son nom l'indique, pour enregistrer, sauvegarder les sous-problèmes déjà résolus. Donc, les résultats sont ensuite utilisés pour résoudre des sous-problèmes un petit peu plus gros. Voilà. Et enfin, tableau de programmation dynamique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simple, c'est tout simplement la structure de données qu'on va utiliser pour sauvegarder les résultats des sous-problèmes. Ça peut être un tableau, ça peut être un dictionnaire, là, comme on va le faire tout à l'heure en Python. Mais peu importe, il faut que ce soit une structure de données qu'on utilise pour sauvegarder les résultats des sous-problèmes. Voilà pour les concepts clés qui sont importants, qu'on doit évoquer avant de continuer. Ensuite, voyons les méthodes d'implémentation. Comment implémenter une telle, un tel algorithme? Eh bien, il y a deux méthodes principales. L'approche top-down avec mémorisation et l'approche bottom-up avec tabulation. Donc, l'approche top-down, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui va essayer de résoudre le problème principal en décomposant récursivement les sous-problèmes plus petits. Donc là, du coup, avec la top-down, on va commencer du plus gros problème, on va aller sur les problèmes plus petits en utilisant de la récursivité. Voilà, donc lorsque la solution d'un sous-problème est calculée, elle est stockée dans une structure, comme je disais tout à l'heure, hein, le tableau de programmation dynamique, euh, et ça va éviter de recalculer cette solution à l'avenir. Donc là, mémorisez bien, top-down, on utilise la récursivité. On verra un exemple juste après. Et ensuite, on a l'approche bottom-up. Alors là, du coup, c'est l'inverse, hein, on part du bas et on va vers le haut. Donc là, bottom-up, c'est une approche où on n'utilise pas la récursivité,
mais on va commencer par résoudre le sous-problème le plus simple. Voilà, donc en fait, ça, c'est un peu le base case, le cas de base. Donc on résout le problème le plus simple, et puis ensuite on combine les solutions pour résoudre les sous-problèmes de plus en plus grands, jusqu'à temps qu'on ait résolu le problème principal. Voilà. Et pourquoi avec tabulation? Tout simplement car cette solution, car les solutions des sous-problèmes, on va les stocker dans le tableau. Voilà pourquoi tabulation. Voilà, ces deux méthodes d'implémentation. Est-ce que déjà il y en a qui ont éventuellement des questions à poser avant qu'on aille plus loin, voir quelques exemples? Là, globalement, il faut savoir aussi que cette méthode, quand vous êtes en deuxième année, vous allez avoir des problèmes d'algorithmie à résoudre. Eh bien, ces problèmes d'algorithmie, vous allez voir, il y en a certains qui vont être vraiment très, qui vont devoir être résolus grâce à la programmation dynamique. Voilà. Et si vous voulez aussi quelques cas concrets d'utilisation dans la vie courante de programmation dynamique, ça va être par exemple les graphes. Je ne sais pas si vous connaissez les graphes en mathématiques, mais ça va permettre par exemple de calculer le chemin le plus optimisé d'un point A à un point B. Par exemple, si on essaie de faire un trajet de taxi par exemple, ou un trajet de bus, peu importe, on peut utiliser la programmation dynamique pour savoir quel va être le chemin le plus optimisé. Hop, pas de souci, Ezio, pas de problème. De toute manière, vous pourrez retrouver la présentation sur les réseaux d'Alberton, pas de souci. Alors, voyons maintenant quelques exemples, parce on parle, mais pas beaucoup de code. Alors, on va voir deux exemples. Un exemple qui va utiliser l'approche top-down et un autre exemple qui va utiliser l'approche bottom-up. Alors, on va voir quelque chose avec un sorcier, vous allez voir, la suite de Fibonacci. Donc, on passe hop, sur VS Code. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de Fibonacci, c'était pour une bonne raison, c'était pour vous dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà résolu ce problème de Fibonacci, mais je pense que très peu de personnes, très peu d'entre vous ont utilisé la programmation dynamique pour résoudre ce problème. Ce qui fait que vous aviez utilisé la récursivité, comme je pense on vous l'avait demandé, mais ce n'était pas, on va dire, l'approche la plus optimisée. Donc là, on va essayer de refaire le problème avec la programmation dynamique. Petit rappel pour situer le contexte. La suite de Fibonacci, c'est une série de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. Voilà. Donc en gros, on commence avec le 0 et le 1. Voilà, les deux premiers chiffres, c'est 0 et 1. Et ensuite, effectivement, le 1, c'est la somme de 1 et de 0. Le 2, c'est la somme de 1 et 1. Le 3, la somme de 2 et 1, etc., etc. Voici la suite de Fibonacci. Donc, comment on va faire pour pouvoir pour pouvoir écrire une fonction qui trouve le énième nombre de Fibonacci. Alors, là, on voit qu'en paramètres, j'ai pris deux paramètres. On a le n. Le n, c'est le nombre qu'on veut de Fibonacci. Par exemple, si on veut le dixième nombre de Fibonacci, n sera égal à 10. Et memo, ça va être notre fameuse structure de données qui va enregistrer les résultats des itérations précédentes, des sous-problèmes. Donc, qui dit memo égale none. Alors on le met à none, ça veut tout simplement dire que si jamais on fait appel à Fibonacci sans rien, memo il est initialisé à none. Voilà. Dès le début, il va valoir none. Donc s'il vaut none, c'est peut-être bien de vérifier dans un premier temps si memo est none. Donc en Python, on vérifie comme ça, if memo is none. Et si c'est le cas, il faut dire que ça vaut quelque chose. Nous, dans notre cas, on va utiliser un dictionnaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un dictionnaire en Python, concrètement, c'est une structure de données qui va comporter des clés valeurs. Voilà. Donc en fait, concrètement, ça va contenir clé 1 par exemple, de point, valeur 1. Ensuite, on peut avoir clé 2, deux points, toujours séparés par deux points, hein, valeur 2. C'est à peu près comme ça. Et si jamais on veut récupérer valeur 1, il faudrait faire donc mémo de clé 1. Voilà, si on veut récupérer, c'est comme ça que ça fonctionne. Hop. Voilà, petit rappel hein, rapidement, on va pas s'éterniser sur ce qu'est un dictionnaire en Python. Ensuite, qui dit récursivité dit quelque chose.
Est-ce que jamais dans le chat, quelqu'un peut me dire ce que ça pourrait être? Comment s'appelle le cas qui permet de savoir quand est-ce qu'on s'arrête? Je suis sûr que vous le connaissez tous, le cas qui dit que on va arrêter la récursivité. Voilà, exactement. C'est le best case. Si on n'a pas de base case, boucle infinie. Voilà, donc toujours un base case. Et ici, notre base case, comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait que les deux premiers nombres, c'est 0 et 1. Donc ici, on va pouvoir dire en tant que base case, d'ailleurs on peut le préciser, ici, hop, base case, ça va être si n est inférieur ou égal à 1, eh bien on va le return. On va return n directement. Voilà, donc ça va être notre base case. Ensuite, il va falloir vérifier quelque chose. L'intérêt d'utiliser la programmation dynamique, c'est de ne pas résoudre plusieurs fois le même sous-problème. Et pour ça, on utilise la structure de données mémo qui va enregistrer, pour rappel, le résultat des sous-problèmes. Alors avant de faire quoi que ce soit, de commencer à résoudre le problème, eh bien on va vérifier si n est dans mémo. Voilà. On vérifie que n est dans mémo. Si jamais n est dans mémo, ça veut dire que le sous-problème a déjà été résolu. Et s'il a déjà été résolu, on a juste à le récupérer. Donc directement, on peut return mémo de n. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à vous imaginer à quoi ressemblera mémo dans le contexte de Fibonacci, je peux vous le mettre rapidement ici. Concrètement, Fibonacci, on va avoir hop, le premier nombre de Fibonacci, on va dire que c'est 1. Le deuxième, c'est toujours 1. Le troisième, c'est hop, c'est 2. Le quatrième, on a dit c'est 3. Hop. Etc. etc. Voilà à quoi ça ressemble. Donc si, là on voit que si on veut le premier, ça va nous renvoyer 1. Si on veut le quatrième, ça va nous renvoyer 3. Si on veut le dixième, normalement ça devrait faire 55. Voilà, ça fera 55. C'est des exemples. Donc voilà pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Donc ici on a la condition qui permet de s'arrêter afin de ne pas continuer, de ne pas tourner pour rien et de ne perdre du temps, afin que notre programme soit efficace. Donc, une fois qu'on a fait ça, si jamais n n'est pas dans mémo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore calculé ce sous-problème. Donc, on n'a pas calculé Fibonacci d'un nombre antérieur à celui qu'on veut, n, inférieur. Donc, pour ça, on va faire mémo de n. Pourquoi mémo de n? Parce qu'on va dire, si par exemple on veut Fibonacci de 4 et que 4 n'est pas dans mémo, on va dire que mémo à la position 4, ça va être le résultat. Donc là, on va exécuter, on va vraiment faire la recherche. Donc ça va être le résultat, et ici on fait appel à la récursivité. Pourquoi la récursivité? Pour rappel, parce qu'on est dans l'approche top-down. Donc ici, on va faire appel à Fibonacci de n-1. Hop, pardon. De n-1. Et il manque quelque chose ici. C'est la différence avec vos projets que vous avez fait lorsque vous étudiez la récursivité en C. Ici, il va manquer mémo. Là, on passe mémo. C'est-à-dire qu'entre chaque appel récursif, on va continuer à passer mémo. Mémo qui, au fur et à mesure, va changer, va contenir le résultat des éléments, des sous-problèmes. Et ça va fonctionner. Et donc, il faut le passer, par contre. Parce que si on ne le passe pas en paramètre, il vaudra none. Donc, il faut bien faire attention. On le passe en paramètre. Et donc, c'est, pour rappel, Fibonacci égale à la somme des deux précédents. Donc, Fibonacci n-1 mémo, plus du coup, Fibonacci n-2, cette fois-ci. n-2, et on lui passe aussi mémo. Voilà, comme ça. Alors, peut-être que certains se posent la question, je sais pas, mais peut-être, comment ça se fait que mémo, si jamais je le change lors d'une itération bien loin dans la pile, parce que pour rappel, hein, les différents appels vont sur une pile avec la récursivité, mémo, lui, il va garder, on va dire, sa valeur entre les différents appels, et si vous le changez, il va changer pour tout le monde, parce que ici en Python, indirectement, en fait, on passe mémo par référence. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, on lui passe vraiment son adresse, indirectement, là, vous faites pas, il n'y a pas trop de notion de pointeur, mais sans que vous vous en rendiez compte, ici on va faire un passage par référence, donc l'adresse de mémo entre tous les appels va pas changer. C'est-à-dire qu'ici on passe pas une copie de mémo, c'est vraiment le vrai mémo. Voilà.
à l'emplacement de la mémoire. Petite parenthèse fermée, ça peut vous aider. D'où la vérification du traitement déjà effectué, puisqu'on repasse mémo à chaque itération. Euh, exact, on a besoin de... Il faut constamment faire des vérifications. De toute manière, tous les programmes que vous faites, il faut constamment vérifier. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis on n'est pas à l'abri d'un bug, donc il faut faire la vérification des traitements. Voilà, donc ici, à la suite de cela, donc mémo n, on a calculé la position n, enfin on a calculé le nème nombre de la suite de Fibonacci, pardon. Donc ensuite, il nous reste à faire qu'une seule chose, c'est retourner mémo de n. Voilà. Donc on va pouvoir tester dans un premier temps notre programme. Donc pour le tester, bon, on va dire n, je sais pas, disons qu'on prend le dixième, on veut le dixième nombre de Fibonacci. Et hop, n égale 10. Et ici, on va faire... hop, on peut faire un petit print. Alors pour rappel, en Python, pour ceux qui n'en ont pas fait, qui ont fait que du C, pour print, il n'y a pas de printf ou je ne sais quoi. L'équivalent du printf ici, en Python, c'est print. Et juste avant les double quotes, ici, on met le F pour format. Et donc après, on peut mettre un message. Par exemple, le n. Donc quand on fait ça, ici, n sera remplacé par sa valeur. Donc le nème nombre de Fibonacci tech est, et donc là est, ici il faut mettre quelque chose, donc on va faire appel à notre fonction Fibonacci et on va lui passer n. Voilà. Alors on peut tester déjà comme ça. Pour exécuter en Python, soit on peut changer le mode, on peut rendre le fichier exécutable, soit faire Python, moi j'utilise la version 3, plus le nom de votre module, donc Fibonacci. Donc le dixième nombre de Fibonacci est 55. Voilà. Donc ici ça fonctionne, il nous l'a bien trouvé. Alors, est-ce que vous voulez précisément essayer de comprendre comment ça fonctionne précisément l'ordre d'exécution? Alors si jamais la réponse est oui, et je pense qu'elle est oui pour tout le monde, vous pouvez mettre des petits prints pour vous essayer de regarder dans quel ordre par exemple il exécute. La récursivité, je sais que moi quand j'étais étudiant, quand on parlait de récursivité, parfois j'avais un petit peu de mal à visualiser dans quel ordre, surtout quand on a ici deux appels récursifs, j'avais un petit peu de mal à réaliser dans quel ordre tout était fait. Donc si vous avez un doute, on peut par exemple ici, avant de faire quoi que ce soit, voilà, laissez pas ça en production, hein. Ça c'est quand vous êtes en mode debug, en local sur votre PC. Vous faites un petit print n par exemple. Bon, l'idéal c'est de mettre un petit message n vaut par exemple n, comme ça. Vous exécutez. Et là, on peut voir que pour 10, au début, n vaut 10, après il vaut 9, 8, 7, 1, 1, 2, 1, 0, et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que quelqu'un sait, dans le chat, par exemple, pourquoi n vaut 10, 9, 1, 1, il va jusqu'à 0 et il remonte jusqu'à 8? Si jamais, comment ça se passe? Et bien en fait, ici, on exécute, donc c'est un langage interprété Python, hein, donc c'est-à-dire qu'on fait de haut en bas, donc hop, on descend, on descend, on descend. Il va afficher, donc la première exécution, il va afficher n vaut 10, on a n vaut 10, il descend, il descend, il descend, il descend, hop, il tombe sur cet appel récursif là, donc on y retourne, mais avec n-1, donc n ici va valoir 9 dans cet appel récursif, donc n vaut 9, effectivement, n vaut 9. Il va faire ça jusqu'à temps de tomber sur n vaut 0, ici, et ensuite on va, comme on a terminé, comme on est arrivé au base case, eh bien, on va reprendre la pile à l'envers, parce que, hop, les appels récursifs se sont faits, on crée une pile, et ensuite, on reparcourt cette pile à l'envers. Donc ici, on va retourner à l'envers, mais avec cet appel-là. En fait, on va faire cet appel-là. Donc ici, après, ça va valoir, n va valoir 1, 2, jusqu'à 8, effectivement, parce que Fibonacci de 10, c'est Fibonacci de 9, plus Fibonacci de 8. Voilà. Donc voilà pourquoi on s'arrête à 8 ici. On obtient bien Fibonacci égale 55. Autre chose qui peut potentiellement vous aider un petit peu dans votre compréhension, ça peut être d'afficher ce que vaut mémo.
par exemple, avant de le retourner. Donc dans ce cas-là, vous faites un petit print mémo. Là, je pense que pour ceux qui n'ont fait que du C, je pense qu'ils doivent apprécier le fait que ce soit entre guillemets si simple d'afficher des choses avec Python. Effectivement, ça facilite pas mal de choses. Donc là, si on fait Fibonacci, on peut voir ce que vaut au fur et à mesure notre mémo. Donc au début, bah, voilà, il a sauvegardé Fibonacci de 2. Après, il sauvegarde Fibonacci de 3, Fibonacci de 4, Fibonacci de 6, etc., etc., jusqu'à Fibonacci de 10. Effectivement, Fibonacci de 10 est égal à 55. Mais on peut en prendre un autre. Fibonacci de 7, par exemple, effectivement, il est bien égal à 13. Et on peut continuer. Voilà, ici, on peut mettre le Fibonacci de 100. On exécute. Et là, on se retrouve sur des grands nombres. Hein. D'ailleurs, Fibonacci de 100, ça fait ça. Voilà. Donc, pour ceux qui savent précisément les plaies, bah, bravo à vous. Mais en tout cas, on voit que c'est assez rapide. Pourquoi c'est assez rapide? Encore une fois, parce que là, on ne recalcule pas plusieurs fois les mêmes, les mêmes énième nombre de Fibonacci. Tandis que l'approche que vous aviez fait avant avec la récursivité simple, sans programmation dynamique, vous exécutez plein de fois le même, enfin vous recalculez plein de fois le même nombre de Fibonacci, donc c'est pas vraiment optimisé. Donc, si jamais vous êtes en entretien d'embauche et on vous demande de calculer la suite de Fibonacci, enfin de sortir le énième nombre de Fibonacci, si vous lui montrez, si vous faites un petit coup de programmation dynamique, ça peut être intéressant parce que vous montrez que vous maîtrisez ce concept, ce qui est très intéressant pour un recruteur, et surtout vous créez un code optimisé, et alors là c'est les recruteurs, les autres développeurs, tout le monde en raffole, tout le monde raffole des codes bien optimisés. Donc ça pour rappel, c'était un exemple de bottom-up. Donc hop, je peux le mettre ici, bottom-up. On va de top-down, pardon, excusez-moi, de top-down. On part du gros problème et on va résoudre les plus petits, les plus petits, les plus petits. Et à la fin, on aura réussi à résoudre le gros. Cette fois, je vous propose de passer sur un deuxième exemple avec l'approche bottom-up. Donc là, on va essayer de résoudre en premier lieu le cas le plus simple possible. Et à partir de ce cas le plus simple, on va réussir à résoudre le plus gros problème. Alors pour ça, j'ai un petit exemple, un petit exercice qui peut être sympa, qui pourquoi pas pourrait vous être posé également en entretien. Dans un monde magique, un sorcier crée des potions avec 3 ingrédients. D'accord? On peut s'imaginer le petit sorcier. Il a ces 3 ingrédients. Des racines de mandragore, qui valent 4 unités magiques. Des écailles de dragon, qui valent 7 unités magiques. Et des plumes de phénix, qui valent 10 unités magiques. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Le sorcier doit préparer différentes potions, chacune totalisant un nombre différent d'unités magiques. Un nombre précis, hein, bien évidemment. Comment faire pour savoir si chacune de ces potions est réalisable? Je m'explique. Par exemple, si je dis au sorcier de me faire, disons, une potion magique qui totalise 18 unités magiques, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'avec les ingrédients qu'il a, alors il peut utiliser autant d'ingrédients qu'il veut. Il peut utiliser autant de racines de mandragore qu'il veut, plumes de phénix, etc. Est-ce que c'est possible? Et bien pour cela, on va créer la fonction. Donc ici, j'ai déjà créé le prototype, c'est can make potion. On va l'appeler comme ça, notre fonction, et donc ça va retourner true si la potion est faisable, et false le cas contraire. Voilà. Je vous donne un exemple, si jamais vous ne voyez pas, par exemple, d'office, on sait que s'il veut préparer une potion totalisant une unité magique, on sait que c'est pas possible parce qu'il a que des ingrédients qui font minimum 4 unités magiques, donc on sait que ce sera pas possible. Par contre, si je vous dis, est-ce que c'est possible qu'il me fasse une potion totalisant, disons, 10 237 unités magiques, c'est pas facile à dire comme ça. Donc c'est pour d'où la création d'une fonction. Alors là, ça peut être le cas. Alors là, je vous mets un exemple avec une potion magique, mais ça peut s'appliquer à plein de choses différentes, notamment, par exemple, la recette, je sais pas, la recette d'une cuisine. Euh, Par exemple, est-ce qu'on peut faire pour tant de personnes avec les ingrédients qu'on a, etc. Ça peut être intéressant, ça peut l'appliquer partout. Donc, comment on va s'y prendre pour faire une telle fonction? Hop. Donc ici, on utilise l'approche bottom-up. Qui dit bottom-up ne dit pas de récursion, mais plutôt un tableau de programmation dynamique. Parce qu'on est bottom-up avec tabulation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'il va falloir créer notre fameux tableau. Donc, pour petit rappel, plutôt pour information, notre fonction va prendre 2 paramètres, units, donc c'est le nombre total qu'on souhaite atteindre. D'ailleurs,
afin de mieux comprendre, on va appeler total units, ou même on peut l'appeler target. Voilà, c'est le nombre d'unités cibles qu'on cherche à viser, et les ingrédients. Les ingrédients qui seront une liste, la liste des ingrédients possibles avec leur valeur. Voilà. Donc on peut même d'ailleurs préparer la liste d'ingrédients. Par exemple, ingrédients égale. Donc au passage, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de Python, c'est comme ça qu'on déclare une liste. C'est assez simple. Et il n'y a pas de, c'est pas typé, hein, donc pas besoin de préciser le type. Hop, 4, 7, 10. Voilà, les racines de mandragore, les écailles de dragon, les plumes de phénix. Voilà. Et puis disons qu'on veut, au début, on va dire par exemple 25. On veut faire une potion avec 25 unités magiques. Voilà. Donc, comment on s'y prend? On va d'abord, en premier lieu, créer notre tableau. Donc, création du tableau. On peut mettre stockant les résultats des sous-problèmes. Voilà, hop, comme ça. Donc, comment on peut faire pour créer rapidement un tableau? Parce que là, on va créer un tableau initialisé à faux. Qu'est-ce que ça veut dire ce baratin? On a notre tableau qui s'appelle DP pour Dynamic Programming. Le C, c'est mieux, c'est plus optimisé. Alors, pour savoir, pour information, le Python a été créé en C, hein, je précise. Le Python va permettre de faire d'autres choses, peut-être parfois un peu plus poussées, mais ça, c'est sûr que plus on va dans les langages bas niveau comme le C, plus ça va être optimisé. Ça, c'est clair et net, je ne peux qu'être d'accord. Donc là, on va créer un tableau qui va faire unit éléments. Donc là, si on a 25, on veut un tableau qui fait 25 éléments, et en réalité, on en veut un qui fait 26, parce que on va compter la position 0. Donc, comment on fait pour créer un tableau quand on connaît pas sa taille à l'avance? Enfin, quand on connaît sa taille, mais imaginons que si je mets 1000 éléments, je vais pas faire false 1000 fois. Donc, dans ce cas-là, on peut faire dp false fois, et ici, on met fois le nombre qu'on veut. Donc, par exemple, target unit plus 1. Voilà. Et donc là, ça va créer un tableau avec 26 false. Pourquoi false? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi false? Et surtout, à quoi va nous servir ce tableau d'épée? C'est comme nul. Alors non, c'est pas comme nul. Enfin là, l'utilisation de false va pas être comme nul. Ici, en fait, notre tableau, il contient 26 éléments. C'est pas par hasard. C'est parce qu'à la fin, une fois qu'on aura fait tout qu'on aura terminé notre fonction, vous allez vous rendre compte que votre DP, une fois que tout aura tourné, votre tableau, il contiendra des trous, donc des trous TRUE, hein, des vrais, des valeurs vraies, aux endroits où le nombre d'unités magiques est atteignable. Donc par exemple, DP 25, donc DP à la position 25, donc à la 26e position, euh, DP à la 26e position, si c'est true, ça veut dire que c'est possible d'avoir une potion avec 25 unités magiques. Si par contre DP de 12 est égal à false, ça veut dire que ce n'est pas possible d'obtenir une potion avec 12 unités magiques. Voilà. Et donc, en attendant, c'est ça. En attendant, pendant la, en gros, tant que ce n'est pas vrai, c'est faux. Effectivement, tant que c'est pas vrai, c'est faux. Et au fur et à mesure de nos itérations, on va résoudre tous les problèmes, parce que, pour rappel, hein, bottom-up, on part du plus simple et on va jusqu'au plus complexe. Donc, au fur et à mesure, on va se rendre compte que, bah tiens, celui-là, on peut le résoudre. Et bah, DP à la position où on sera, la position I, on va le mettre à trou. Ensuite, on va aller à celle d'avant, enfin à celle d'après. Est-ce que on peut faire une potion avec I unité magique? Non, et ben on le laisse à false. On va à celle d'après, oui, bon ben on va la mettre à vrai. Jusqu'à temps qu'on arrive à target unique. Target unit, pardon. Donc, là ici, on a initialisé notre tableau. On est content, c'est tout bien. Et est-ce que quelqu'un connaît le cas de base ici? L'initialisation du premier cas, donc le cas le plus simple. Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il faut mettre ici? Cas le plus simple. Donc c'est dp de quelque chose égale quelque chose. Quel est le cas où on sait, où on connaît déjà la réponse?
peu importe combien on veut d'unités magiques. Il y en a un qui sera tout le temps vrai. Bon, si personne là, ce sera dp de 0. dp de 0, on sait que c'est réalisable. Donc on va le mettre à trou. Pourquoi c'est réalisable? Vous me stoppez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais une potion magique qui ne contient rien, elle est réalisable avec autant d'ingrédients qu'on veut. Voilà, puisqu'on n'a pas besoin d'ingrédients. Donc elle, on sait que ce sera toujours true, peu importe combien vaut target unit. Voilà. Et ensuite, on va commencer notre petite boucle. Donc, on va pas. Qu'est-ce qu'on va parcourir ici? On va parcourir toutes les unités, de 1 à target unit. Pourquoi on commence à 1 ici? Parce que 0, on l'a déjà. 0, on sait que c'est true, on va pas revenir dessus. Donc, comment on fait en Python pour faire une boucle for, pour ceux qui ont fait du C, pour les C24 notamment? Eh bien, on fait for i in range. Voilà, donc pareil, on ne déclare pas de i en préalable. Et ici, on dit for i, en fait, in range, c'est en gros, ça veut dire allant de 1 à target unit. Et n'oubliez pas le plus 1, parce que si target unit vaut 25 et vous ne mettez pas le plus 1, eh bien, ça va s'arrêter à 24. Voilà, donc si vous voulez qu'il s'arrête à 25, il ne faut pas oublier le plus 1. Voilà, et en Python, on met toujours les deux petits points quand c'est une boucle. Voilà. Ensuite, on va faire une deuxième boucle. Cette fois-ci, on va se balader dans nos ingrédients. Donc, une deuxième méthode d'utiliser une boucle for en Python, on peut dire for ingredient in ingredient. Donc, au premier tour de boucle, notre ingrédient ici vaudra 4, au deuxième il vaudra 7, et au troisième il vaudra 10. Donc la boucle tournera 3 fois. Si votre liste ici était plus grande, eh ben, ça tournera plus de fois. Voilà. Donc ici, for ingredient in ingredient, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder si notre i, il est plus grand que notre ingrédient. Bah oui, ça paraît logique. Imaginons, notre premier ingrédient, il vaudra 4. Si notre i vaut 3, bon, on sait qu'on va rien pouvoir faire avec 3 unités magiques, puisque notre premier ingrédient vaut déjà plus. Donc, si i est donc supérieur ou égal à notre ingrédient, sur lequel on est actuellement, donc en premier ce sera 4, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une autre vérification. Alors, je vous montrerai tout à l'heure une manière d'écrire un petit peu plus proprement ce que je suis en train de faire. On va vérifier si dp de i moins ingrédient, l'ingrédient en cours, pardon, est true. Égal, hop, true. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas les deux points d'ailleurs. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit que hop, dp de i est égal à true. Donc là, au fur et à mesure, il y a donc des positions, enfin, il y a donc des éléments dans notre dp qui vont se mettre à true. On prend un exemple, parce que là, ça peut peut-être être un petit peu indigeste la manière dont c'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, on veut, enfin, on commence tout simplement. On veut nos 25 unités magiques, donc i va aller de 1 à 25. Et à quoi ressemblera notre dp au tout début? Eh bien, ce sera une liste de 26 éléments. dp de 0 vaudra true et tout le reste vaudra faux. Ensuite, for ingredient et ingredient, au début, ingrédient vaudra 4. I, donc au début, i va valoir 1. Est-ce que i est supérieur ou égal à ingrédient? Non, c'est pas le cas, donc on rentre pas dedans. On avance. On va arriver à 4. I vaudra 4. Est-ce que i va être supérieur ou égal à ingrédient? La réponse est oui, puisque c'est égal. Donc on va rentrer dedans. Et on va regarder si dp de i moins ingrédient égale true. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, est-ce que si on enlève l'ingrédient sur lequel je suis, est-ce que la potion est réalisable? Donc dp de 4 moins notre ingrédient qui vaut 4, dp de 0. Est-ce que dp de 0 est true? Donc est-ce que la potion à l'heure actuelle sans notre ingrédient qu'on s'apprête à mettre, est-ce qu'elle est réalisable? Oui. Du coup, si c'est le cas, on peut rajouter notre ingrédient. Donc du coup, dp de 4, on dira que c'est true. Et effectivement, si je voulais une potion avec 4 unités magiques, elle serait réalisable puisque j'aurais juste à mettre une racine de mandragore. Voilà, donc c'est un exemple. Ici, ce truc-là, alors on va le tester comme ça, mais cette partie-là, vous allez voir, il y a une autre manière de l'écrire
un petit peu plus propre, mais peut-être un petit peu moins explicite quand on n'est pas habitué au Python. Donc, une fois qu'on a fait ça, toute notre boucle avec nos conditions, et ben à la toute fin, on aura notre DP. Donc on va pouvoir l'imprimer pour voir ce que ça donne, enfin l'afficher. Mais on a juste à retourner DP de target unit. Voilà. Et DP de 25, il vaudra soit vrai, soit faux, selon si la potion est réalisable ou non. Alors on peut tester. Donc pour ça, pour rappel, Python 3 suivi du nom de votre module. Donc moi il s'appelle potion. Hop, on regarde. Pourquoi ça marche pas? Parce que là j'ai créé la fonction, mais j'ai oublié de mettre un print, évidemment. Donc print, on peut mettre un message. On peut mettre une petite condition pour bien afficher. Donc if can make, hop, can make potion de target unit, on lui passe les ingrédients en paramètres, on n'oublie pas. Hop. Donc si ça c'est vrai, hop, voilà. Si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? On peut afficher print. On peut créer une potion de. Donc là on va mettre hop target units magic units. Hop, comme ça, on n'oublie pas le petit f pour dire que c'est un format, comme ça. Et sinon, si c'est pas le cas, on ne peut pas. Voilà. On peut tester ça, voir ce que ça donne dans un premier temps. Donc là, notre target unit pour rappel c'est 25. On teste. Hop, on n'oublie pas les 2 points, c'est mieux en Python. Il préfère. On peut créer une potion de 25 magic units. On peut. Par exemple, par contre, tout à l'heure, je vous dis que par exemple, une de 3, normalement, il est censé nous dire qu'on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas créer une potion de 3 magic units. Effectivement, si on n'a que des ingrédients de 4, 7, 10, on ne peut pas créer une potion qui a 3 éléments. Voilà. Donc, voici l'approche donc bottom-up. Ici, on est parti du cas le plus simple. Donc, on est parti du bas, en fait, hein, du cas le plus simple. Et au fur et à mesure, donc, on a rempli DP de 0 qui valait true. Ensuite, en deuxième, on a rempli DP donc de 4. On a dit que DP de 4 était true. Voilà. On a continué, on a continué, on a continué. Après, on est passé à l'ingrédient numéro 7. Voilà. Enfin, l'ingrédient 7. Après, on est passé à l'ingrédient 10. Et au fur et à mesure de l'exécution, eh bien, on va mettre des trous, TRUE encore une fois, un petit peu partout. Et comme ça, on aura toutes les solutions possibles. Et c'est plus optimisé de faire cette manière-là, dans plusieurs cas de figure. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que là, il y avait un moyen différent de faire ça. Alors, hop, celui-là, donc comment on peut faire? On peut le commenter, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Au lieu de faire comme ça, on peut aussi faire dp de i égale dp de i. Alors ça, c'est quand on est un petit peu plus avancé au bout de quelques jours, quelques semaines de Python, mais il n'y a rien de sorcier, vous allez voir, ou dp de i moins ingrédient, comme ça. Ça revient au même, hein, on peut tester. Voilà, on ne peut pas créer une potion de 3 magiques uniques, 25. On peut créer une potion de 25 magiques units. Pourquoi c'est exactement la même chose? Parce que là, vous lui dites dp de i, tu lui mets soit dp de i, donc si un des deux vaut true, tu le mets à true. Voilà. Donc si ici dp de i, normalement, il vaudra faux. Il vaudra faux parce que par défaut, on les initialise déjà un peu tous à faux. Si jamais il est true, bon, on mettra dp de i ici à true. Mais s'il est faux, c'est pas grave. On va vérifier dp de i moins ingrédiente, comme on le vérifie ici avec le if. Voilà. Et s'il est true, dans ce cas-là, hop, on mettra true dedans. C'est une autre méthode, mais les deux sont valables, hein. Voilà. Ça, c'était 2 exemples, et honnêtement, c'est des questions qui peuvent vous être posées en entretien. Donc c'est intéressant si vous savez vous entraîner. Il y a il y a plein d'algorithmes disponibles. Si par exemple vous pouvez aller sur des sites comme Geeks4Geeks si vous voulez vous entraîner, ils ont différents cas. Même vous tapez cas programmation dynamique d'exercice, vous pourrez vous entraîner. C'est très intéressant. Et surtout,
pourquoi je vous ai fait cette petite live coding sur ce sujet précisément, parce que vous aurez, pour rappel, des projets en deuxième année, hein, pour ceux qui ne le savent pas, vous aurez des problèmes d'algorithmie où à un moment donné, vous serez amené à utiliser de la programmation dynamique. Il doit bien y avoir un moyen d'adapter ce fichier pour des cocktails. Alors, par fichier, tu entends code, je suppose. Hop, ça doit être le code. De toute manière, oui, clairement. Après, ça dépend ce que tu veux faire avec ces cocktails. Mais là, c'est un exemple. Bon, c'est un sorcier qui veut faire, c'est un sorcier qui veut faire sa potion magique. Mais bien sûr, avec du cocktail, oui. Après, voilà, là, c'est des racines de mandragore, des écailles de dragon et des plumes de phénix. Avec tes cocktails, assure-toi quand même que ça donne un goût plutôt bon à la fin. Parce que je pense que sinon les clients seront pas très contents. Mais de toute manière, il y a plein de cas possibles pour utiliser la programmation dynamique. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc on va retourner un petit peu sur la présentation pour terminer quelques points. Hop, je me mets dessus. Donc, les avantages et les désavantages de la programmation dynamique. Parce que, comme toutes les méthodes d'algorithmie, tous les algorithmes que vous connaissez, il y a des avantages, il y a des désavantages. Concernant l'efficacité, ça va réduire le temps de calcul. Ça, c'est clair et net. Par rapport à une brute force, par exemple, on va être plus rapide. Par rapport à comme je vous disais, quand vous avez utilisé la récursivité, bon, bah là, on a utilisé la récursivité, mais on a un peu optimisé la chose. Les désavantages, par contre, c'est que parfois, ça peut être un petit peu plus difficile à comprendre et à implémenter pour certains problèmes. Voilà. Là, les problèmes que je vous ai montrés, c'était des problèmes plutôt simples, mais on peut très vite monter dans des problèmes plus complexes. Ensuite, au niveau de l'optimalité, ça garantit un des avantages, c'est que ça garantit une solution optimale, surtout pour les problèmes d'optimisation. Mais des avantages, ça va nécessiter souvent plus de mémoire pour stocker les sous-problèmes. C'est sûr que là, on a pris des petits exemples, mais si vous avez 10 000 sous-problèmes à faire, bon, bah, votre mémoire, elle va un petit peu chauffer. D'autant plus si vous utilisez la récursivité, il peut y avoir éventuellement un risque de stack overflow. Donc bien faire attention. Ensuite, réutilisation des résultats. Bon, bah, les sous-problèmes, comme je vous l'ai expliqué, les sous-problèmes résolus sont mémorisés et réutilisés, mais ça peut entraîner une consommation élevée de mémoire si mal gérée, comme je vous l'indiquais à l'instant. Au niveau flexibilité, ça peut être implémenté via différentes méthodes, le top-down et le bottom-up. Le top-down et le bottom-up avec tabulation, et top-down avec mémorisation. Et, mais l'implémentation peut parfois être complexe et peu intuitive. Là, je sais pas, vous pouvez me dire dans le chat si ça a été plutôt clair, intuitif. Si jamais vous me dites que pas forcément ou c'est pas forcément simple à comprendre, c'est normal. C'est des algorithmes où il faut mettre les mains dedans, il faut les tester. C'est pas uniquement avec une live coding que ce sera que vous allez forcément tout comprendre. Là, c'était pour exposer la chose, que vous voyez un exemple, mais ça peut être peu intuitif et complexe. Faut tester aussi de son côté et coder soi-même, en s'aidant par contre de vidéos comme celle-ci. Et ensuite, au niveau applicabilité, c'est utilisé dans de nombreux domaines, dans l'informatique, la bioinformatique, la finance, mais ça peut être plus lent que les algorithmes gourmands pour certains problèmes simples. Voilà. Donc toujours, de toute façon, c'est la règle d'or, posez-vous la question de quel algorithme sera le mieux avant de commencer à coder. Parce que si vous codez dans un algorithme et que vous arrivez et qu'on vous dit c'était pas le meilleur à utiliser, et que du coup vous avez utilisé un un qui n'était pas du tout optimisé, ça peut ne pas être terrible. Ça donne envie de creuser. Mais c'est une très bonne idée, vous pouvez creuser. Bon là je vous ai fait un exemple en Python hein, en plus, mais vous doutez que par exemple si vous avez fait que du C, vous pouvez tenter de faire quelque chose juste avec du C ou dans d'autres langages si ça vous intéresse. Voilà. Time to conclude. Donc le dynamic programming, programmation dynamique, c'est une approche puissante pour résoudre des problèmes complexes de manière efficace. C'est largement utilisé pour son efficacité et sa capacité à garantir des solutions optimales. Et maîtriser une telle approche est essentielle pour tous les professionnels qui travaillent dans des domaines où l'optimisation est cruciale, notamment l'informatique. Donc vous devez à terme connaître, maîtriser cette approche pour résoudre des problèmes.
Merci pour votre attention à tous. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions, même après dans le channel Slack, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez vous entraîner de votre côté, surtout ceux qui sont en deuxième année, ça peut être utile. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation sur vos projets. Bon courage et à la prochaine. Salut!